Alors nous allons continuer notre cours sur les rayons X et on va étudier maintenant le tube de Coolidge. C'est ce qu'on appelle un tube à cathode chaude. Il produit des rayons X à faible longueur d'onde, donc à haute énergie. Alors ce tube de Crookes, il est constitué par les parties suivantes. Donc vous avez une enceinte à vide élevé de l'ordre de 10-9 bars. L'enceinte, c'est le rectangle noir que vous avez devant vous là en très gras. Donc, ensuite, vous avez à l'intérieur de cette enceinte, vous avez un filament de tungstène qui est porté à une tension V1. Donc le filament va chauffer par effet Joule et il va libérer des électrons. Le ONL3, il a pour rôle de focaliser les électrons sur l'anode. Donc les électrons qui sont produits au niveau du filament de tungstène sont focalisés au niveau de l'anode. Ce ONL est porté à un potentiel légèrement négatif par rapport au filament. Alors, les électrons sont accélérés entre la cathode et l'anode par la différence de potentiel V0. La différence potentielle V0 à laquelle est portée, si vous voulez, l'anode par rapport à la cathode. C'est une différence potentielle positive. Donc, et vous allez avoir une accélération des électrons entre la cathode et l'anode. Donc, quand les électrons tombent sur l'anode, ils vont tomber avec une certaine énergie cinétique. Donc, ils vont exciter les atomes de l'anode, donc faire passer leur électron du niveau K vers l'extérieur de l'atome. Et il y aura un autre atome qui va venir donc remplacer l'électron K qui a été expulsé de l'atome. Et la différence d'énergie sera rémise sous forme de rayons X. Alors ces rayons X vont passer par les fenêtres 5 qui sont faites de beryllium. Le beryllium est utilisé parce qu'il a une absorption faible pour les rayons X, donc il va laisser passer une intensité plus ou moins forte, si vous voulez, ou plus ou moins importante. Donc il n'absorbe pas beaucoup les rayons X. Et la fenêtre doit être étanche, bien sûr, pour maintenir le vide à l'intérieur de l'enceinte. Alors, maintenant, il y a un problème lorsque vous bombardez votre anode par les électrons provenant du filament et quand vous les accélérez, donc ils auront une énergie cinétique très importante et à ce moment-là, l'anode va chauffer énormément. Alors ce phénomène de chauffe est paré, donc éliminé si vous voulez, donc la chaleur est éliminée par la fixation de l'anode sur un support réfractaire, le 7. Donc support réfractaire, donc il va faire circuler la chaleur et le support réfractaire est traversé par un serpentin dans lequel circule de l'eau froide, donc qui va entraîner la chaleur à l'extérieur de l'enceinte. Alors maintenant nous allons parler d'un autre tube qui produit des rayons X aussi, donc c'est le tube de Crookes. Ce tube est appelé tube à cathode froide. Il produit des rayons X de grande longueur d'onde, donc de faible énergie. Alors, dans ce tube, les rayons X produits donc, sont de longueur d'onde plus grande, plus importante si vous voulez, donc d'une énergie plus faible. Ils sont appelés rayons X mous, comparativement au tube de Coolidge qui produit des rayons X durs, donc de faible longueur d'onde et de grande énergie. Maintenant, l'énergie est plus faible et les rayons X sont moins ionisants. Et c'est pour cette raison qu'on les utilise en radiographie en médecine. Donc, d'une manière générale, les rayons X sont très nocifs pour le corps humain, donc parce qu'ils ionisent les cellules. Et de ce fait, donc, il faut faire attention
se protéger contre les rayons X. Hein. Même pour les rayons X mous, vous avez les opérateurs en radiographie, ils portent un tablier sur lequel est placée une plaque de plomb, donc pour éviter d'accumuler les rayons X dans le corps de l'opérateur. Le tube de Crookes travaille à vide secondaire, donc de l'ordre de 10-5 bars, et il peut être placé dans une enceinte à vide primaire pour conserver, si vous voulez, l'intensité des rayons X produits. Alors, dans ce genre de tube, on n'utilise pas de fenêtre puisqu'on récupère tous les rayons X produits à l'intérieur du rayon dans n'importe quelle direction si vous voulez. Alors maintenant, nous allons passer au spectre de rayons X. Donc le spectre, il est devant vous là. Donc c'est une anode en cuivre. Donc vous avez l'émission de l'anode de cuivre. Vous avez l'intensité comme ordonnée et la longueur d'onde comme abscisse. Donc on observe deux types de rayons X si vous voulez. Il y a le spectre continu des rayons X qui est le trait en gras ici, la courbe en gras, et il y a des raies comme ça, donc plus intenses que le spectre continu, et ces raies-là sont plus intenses et ce sont ces raies-là qu'on utilise en cristallographie, donc quand on fait une étude de diffractométrie. Or, le spectre est composé d'un fond continu qui est dit spectre de freinage. Hein. Donc il est polychromatique, il a plusieurs longueurs d'onde, vous voyez, donc il s'étend sur toute une gamme de longueurs d'onde. Et les spectres de rays qui se font ou bien qui ont lieu à une longueur d'onde bien déterminée. Hein. Donc c'est une raie à une longueur d'onde bien déterminée. Alors ce spectre continu, il est produit par la décélération des électrons lorsqu'ils passent au niveau de l'atome par interaction avec le noyau, donc de charge opposée, donc il va y avoir un freinage des électrons par le noyau. Et comme le freinage se fait de manière continue, si vous voulez, donc il peut y avoir toutes les gammes d'énergie de l'électron après son freinage. Donc vous aurez un spectre continu en longueur d'onde, donc en énergie bien sûr. Par contre, le spectre de Rayleigh là, il est caractéristique de l'anode. Hein, il est caractéristique de l'anode parce que il ne dépend pas de la tension appliquée V0. Par contre, le spectre continu, comme vous voyez, il dépend uniquement de la tension V0. Donc, de cette tension va dépendre la longueur d'onde minimale, c'est-à-dire la longueur d'onde à laquelle apparaît le premier rayon X ici, donc à laquelle commence l'émission des rayons X. Donc cette longueur d'onde, elle est fonction de V0. Et plus V0 augmente, plus l'intensité, donc la hauteur du fond continu va augmenter aussi. Et maintenant, donc, pour obtenir un rayonnement polychromatique intense, donc pour avoir une intensité importante et une très large gamme de longueur d'onde, si vous voulez, on utilise un élément lourd et une tension élevée. Donc, plus l'élément est lourd, plus la tension est élevée et plus l'intensité est importante, donc plus le rayonnement est polychromatique aussi, donc à plusieurs longueurs d'onde. Donc pour le tungstène par exemple, on utilise une tension d'excitation qui est de 69 000 volts, pardon, donc tension de 69 000 volts ou bien 69 000 kilovolts. Donc cette tension est juste inférieure à la tension d'excitation K.
Donc, elle va permettre l'excitation de la couche K et l'émission de rayons X. Les raies caractéristiques de l'élément, par exemple ici le K alpha 1, K alpha 2 et le K bêta, ces raies dépendent de la nature de l'anode. Donc c'est pour ça qu'on met émission de cuivre sur la figure, parce que ça concerne le cuivre. Donc si je change d'anode, j'utilise par exemple une anode en molybdène, donc le spectre aussi va changer et le K alpha 1 et le K alpha 2 vont se déplacer à une autre longueur d'onde. Donc la position des raies est fonction de la nature de la lente, c'est-à-dire de l'élément chimique utilisé. Alors, puisque ces raies alpha sont caractéristiques de l'anode, donc la pureté de l'élément de l'anode est déterminante pour obtenir un spectre simple. Alors, les longueurs d'onde des raies caractéristiques sont indépendantes de la tension d'excitation V0. Donc, quel que soit V0, vous aurez toujours K alpha 1, K alpha 2, K bêta à la même position en longueur d'onde. Donc, V0 n'a aucune influence sur les raies émises, les raies de rayons X émises. La tension doit être suffisante pour exciter la série K, parce que si vous avez une tension faible, donc l'énergie apportée, si vous voulez, à la couche K ne sera pas suffisante pour l'ioniser, pour exciter la couche K, ou bien l'atome. Donc il faut utiliser une tension d'alimentation qui est 3 fois supérieure à la tension d'excitation de la couche K, pour avoir un bon spectre. Alors maintenant, nous allons parler des sources de rayons X, si vous voulez. Donc, l'utilisation des rayons X pour des applications différentes. Donc, selon l'application, on aura besoin soit d'une source ponctuelle, sous forme de points, soit d'une source linéaire. Donc là, il faut jouer sur le parallélisme entre les côtés de la plaque qui est l'anode. Donc si vous utilisez les rayons qui sont parallèles au petit côté de la plaque, donc vous allez avoir une source linéaire, c'est là, c'est là. Donc, et si vous utilisez les rayons X qui sont parallèles au grand côté de l'anode, donc vous allez avoir une source ponctuelle. De toutes les manières, que ce soit pour la source ponctuelle ou la source linéaire, on récupère toujours les rayons X à un certain angle alpha par rapport au plan de l'anode. Donc alpha généralement est de 6 degrés. Alors maintenant nous allons voir donc le filtre bêta du nickel qu'on utilise donc pour rendre le faisceau de rayons X monochromatique, c'est-à-dire à une seule longueur d'onde. Donc là, vous avez le spectre comme on en a parlé tout à l'heure. Donc on a mis l'émission de cuivre ici, l'intensité de l'émission de cuivre comme à droite, à gauche, pardon. Et à droite, on a mis le coefficient d'absorption du nickel, donc que j'ai tracé en rouge ici. Et vous avez le spectre complet de rayons X émis par l'anode de cuivre. Alors, si vous placez sur le chemin du faisceau des rayons X un filtre en nickel, donc une plaque de nickel si vous voulez, donc le nickel va commencer par absorber complètement les rayons X jusque cette position-là. Donc là, vous avez l'énergie, si vous voulez, émise ou bien
récupérée par le nickel, l'énergie accumulée dans la plaque de nickel est suffisante pour exciter la couche K du nickel. Donc là, vous allez avoir une retombée du coefficient d'absorption du nickel. Donc là, le nickel n'absorbe plus les rayons X. Donc il va laisser passer les rayons K-alpha 1, K-alpha 2 qui sont très intenses et une petite partie du bruit de fond, c'est-à-dire du fond continu. Donc une petite partie va passer aussi, mais si vous voulez, c'est pas très important par rapport à K-alpha 1 et K-alpha 2. Donc là, vous allez avoir pratiquement que K-alpha 1 et K-alpha 2 qui vont passer à travers le filtre de cuivre. Ensuite, le coefficient d'absorption commence à augmenter, mais nous, on récupère, si vous voulez, cette partie-là. Cette partie-là. Donc, qui nous intéresse pour faire des expériences en diffractométrie. Alors, voilà donc la forme du spectre après que le faisceau est passé par le filtre de nickel. Donc vous allez avoir une diminution de l'arrêt K-bêta. Donc si vous voulez, c'est pourquoi on appelle filtre bêta du nickel. Donc il absorbe la K-bêta et il laisse passer totalement la K-alpha. Donc avec ces deux raies K-alpha 1 et K-alpha 2. Et vous voyez une petite proportion du bruit de fond, donc du spectre continu qui passe aussi, mais par rapport à l'intensité de K-alpha, c'est très négligeable. Donc là, on peut dire que notre faisceau est monochromatique, c'est-à-dire à une seule longueur d'onde. Alors, on peut utiliser aussi des réseaux cristallins pour séparer la K-alpha A, la K-alpha par rapport au reste du spectre. Alors, l'absorption des rayons X par la matière, donc vous allons parler maintenant de l'absorption des rayons X. Alors, elle va se faire de trois manières. La première, c'est l'effet photoélectrique. Donc, vous avez votre rayonnement X qui va frapper sur les couches internes des atomes du matériau utilisé et l'atome est ionisé par éjection d'électrons en dehors de cet atome. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de fluorescence dont on a déjà parlé. Donc l'effet photoélectrique, on utilise pour bombarder, si vous voulez, l'anode ou bien l'élément, le matériau, on utilise un rayonnement X. Donc les rayons X vont frapper sur le matériau, donc sur les atomes du matériau, ils vont les ioniser. Donc puisque l'ionisation est faite par des rayons X, donc vous allez avoir production aussi de rayons X selon le même phénomène, mais puisque l'intensité incidente et l'intensité diffusée sont de même type, donc c'est des rayons X, donc les rayons X diffusés sont appelés rayons X secondaires et nous avons ce qu'on appelle un phénomène de fluorescence. Le rayonnement X, il va interagir avec l'atome dans son ensemble. C'est la deuxième manière d'interaction entre le rayonnement X et l'atome dans son ensemble. Donc là, le rayon X interagit avec électrons et noyaux d'une manière globale. Donc il va voir l'atome comme un tout. Donc il va réagir avec cet atome dans sa globalité. Alors l'atome, dans ce cas-là, il va conserver sa structure, donc son énergie interne. Donc il y a une ionisation, il n'y a pas d'ionisation, donc il n'y aura pas de changement de structure de l'atome. Donc l'atome va conserver son énergie interne. Le rayonnement X diffusé va aussi conserver son énergie. Donc si vous voulez, le rayonnement, il n'est que dévié de sa trajectoire. Sa longueur d'onde va rester pratiquement inchangée, donc son énergie aussi va rester pratiquement inchangée. Alors, dans ce cas, on parle de diffusion cohérente ou élastique du rayonnement X par la matière. Donc la diffusion, elle est cohérente, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de changement de longueur d'onde et pas de changement d'énergie
qui est porté par le rayonnement incident et le rayonnement réfléchi. Alors, dans le cas de la matière cristallisée, les rayons X diffusés interfèrent entre eux. Donc, il va y avoir un phénomène d'interférence entre les rayons X diffusés, ce qui va donner lieu à un phénomène de diffraction. Donc, c'est-à-dire un phénomène d'interférence de rayonnement électromagnétique. Alors, la troisième manière de réaction entre les rayons X et l'atome, ce sera l'effet Quanton. L'effet Quanton, c'est quoi? Donc, vous allez avoir votre rayonnement qui va venir frapper sur un électron. L'électron qui était en quelque sorte fixe, ou bien qui était immobile dans l'atome, quand le rayon X frappe dessus, donc l'électron va en quelque sorte se mouvoir, donc il va se déplacer, et donc il va acquérir une certaine énergie du rayon X qu'il a frappé. Il va prendre une certaine partie de son énergie pour avoir une certaine énergie cinétique, donc et bouger, il va se déplacer dans une certaine direction, et le reste, ou bien si vous voulez le rayon X avec l'énergie qui reste, il va être dévié à une certaine direction, et il va continuer son chemin dans une autre direction avec une énergie différente de celle d'énergie du photon incident et une direction bien sûr différente. Et là, vous allez avoir un changement d'énergie du rayonnement diffusé par rapport au rayonnement incident. Donc, puisque le rayonnement X il va céder une partie de son énergie à l'électron qui heurte, et les rayons X diffusés, donc leur énergie étant diminuée, leur longueur d'onde va augmenter, bien sûr, parce qu'il y a une relation de proportionnalité inverse entre l'énergie et la longueur d'onde. Dans ce cas, la diffusion elle est dite incohérente ou inélastique. Alors, maintenant, puisque nous avons vu qu'il y a trois sortes d'absorption de l'énergie des rayons X ou bien des rayons X par le matériau, donc on va essayer de quantifier ce phénomène d'absorption. Donc on va établir, si vous voulez, ou bien donner la loi que suit l'absorption des rayons X. Or, si vous avez un rayonnement X d'intensité grand I et de section droite 1 cm², donc la section du rayonnement ou bien du faisceau est de 1 cm², et on suppose qu'il traverse la matière sur une distance dx. Donc à ce moment-là, du fait de l'absorption, il va perdre de son intensité la quantité di. Donc ça c'est infinitésimal, si vous voulez, au niveau infinitésimal. Donc la différence ou bien la variation de l'intensité est appelée ou bien est notée di. Alors ce di, on le quantifie par rapport à l'intensité qui est l'intensité lumineuse, ou bien l'intensité du rayonnement de faisceau X, du faisceau X. Donc vous avez di qui est égal à moins mu m, c'est le coefficient d'absorption massique, que multiplie l'intensité incidente, si vous voulez, que multiplie dm, qui est la quantité de matière traversée par le rayonnement X. Pourquoi moins? Parce qu'il y a une diminution de l'intensité, tout simplement. Donc l'intensité qui sort du matériau est plus faible que l'intensité qui entre. Donc si vous remplacez dm par sa valeur, donc dm c'est égal à ρ dx. Normalement c'est ρ dv, mais comme l'intensité, comme la section droite du faisceau est égale à 1 cm², donc dv est égal à dx. C'est 1 fois
dV c'est SdX, donc c'est une fois dx, donc si vous voulez, donc c'est rho dx. Donc vous avez on arrange un petit peu la formule, donc ça fait moins rho mu m I dx, et le rho um devient maintenant une grandeur avec une dimension en centimètres moins 1, donc c'est ce qu'on appelle le coefficient de diffusion linéaire. Donc là vous avez mu m, c'est le coefficient d'absorption massique, I l'intensité du rayonnement, dm c'est la masse traversée par le rayonnement dans la matière. Alors d c'est normalement rho dv, ce que je disais tout à l'heure, mais comme dv c'est sdx, donc c'est la surface étant S0 étant 1 cm², donc vous avez dv qui est égal à dx, et vous aurez dm égale tout simplement rho dx. Alors rho c'est la masse volumique de la matière traversée par notre rayonnement, et le mu L c'est le coefficient d'absorption linéaire. Donc le coefficient d'absorption linéaire qui est exprimé en centimètres moins 1, alors que le coefficient d'absorption massique, il est exprimé en centimètres carrés par gramme. Donc voici le schéma si vous voulez. Là, vous avez une intensité I0 qui frappe sur une section S0, donc égale 1 cm², et traverse le matériau sur une distance X. À la sortie, on récupère une intensité I plus faible que I0. Alors, nous allons parler maintenant de la transmittance qui sera calculée par l'intégration de la formule précédente qui est en haut, et vous allez trouver que la transmittance qui s'exprime comme étant le rapport de I sur I0, c'est égal à l'exponentielle moins rho mu massique fois X, ou bien exponentielle moins mu linéaire fois X, tout simplement, parce que rho mu M c'est mu L. Alors, si vous avez maintenant un matériau composé de différents éléments, donc là, il va falloir chercher son coefficient d'absorption massique, qui sera la somme des contributions de chaque élément pondéré par les fractions massiques de chaque élément. Alors, si je considère un élément AX, BY, CZ, donc de masse molaire petit ma plus petit mb plus petit mc, où petit ma sera par exemple x fois la masse molaire de A. Donc vous allez obtenir le coefficient d'absorption massique par la formule suivante. Donc mu massique, c'est le mu massique de grand A fois la proportion de A dans toute la mole, si vous voulez, dans la molécule. Donc c'est petit ma sur grand M, la proportion massique de A, plus mu B, proportion facteur de la proportion massique de B, plus mu C, facteur mu MC, facteur de la proportion massique de C dans notre matériau. Alors, on va prendre un exemple. Donc, vous avez un cristal de corindon Al2O3 qui cristallise dans une maille hexagonale. Alors, les paramètres de maille donc, sont petit a égale 4,76 angstrom et petit c égale 13 angstrom. Vous savez que dans le système hexagonal, vous avez petit a égale petit b. Alors, cette maille, elle va contenir 6 motifs d'alumine ou bien de corindon par maille. Donc, vous avez la multiplicité qui est égale à 6. Donc, vous avez 6 molécules Al2O3 dans la maille. Or, pour la longueur d'onde du cuivre, c'est-à-dire lambda K alpha, si on utilise une anode de cuivre qui va libérer donc K alpha, donc avec son lambda qui est égal à 1,5418 angstrom, alors les coefficients d'absorption massique de l'oxygène et de l'aluminium sont respectivement 11,5 pour l'oxygène et 48 cm² par gramme, donc gramme moins 1, pour l'aluminium. On vous demande de calculer la masse volumique du corindon.
Calculer ensuite le coefficient d'absorption massique de ce matériau. En déduire le coefficient d'absorption linéaire toujours du même matériau. Et ensuite calculer la transmittance pour des plaques de corindon d'épaisseur 1 cm, 1 mm et 0,1 mm. Alors nous allons calculer donc la masse volumique du corindon. Donc vous avez le calcul de la masse continue dans la maille. Donc vous savez petit m c'est 6 parce qu'il y a 6 molécules dans la maille. Fois 2,27 plus 3 fois 16, c'est la masse de Al2O3, si vous voulez, donc d'une molécule de d'une mole de Al2O3, et divisé par 6,02 10 puissance 23 qui est le nombre d'Avogadro pour passer à l'échelle moléculaire, c'est-à-dire parce que de 27 et 16, c'est les masses molaires. Donc vous avez vous allez trouver M égale 1,02 10 moins 21 grammes. Maintenant, il faut calculer le volume de la maille. Le volume de la maille, c'est C qui multiplie A fois B sinus gamma. Donc, c'est le produit mixte des trois vecteurs ABC. Et comme l'angle est de 120 degrés, donc ça nous donne C A fois B fois sinus 120 degrés. Alors, si on remplace ces grandeurs par leur valeur numérique, donc nous avons C égale 13, que multiplie 4,76, c'est petit a, que multiplie 4,76, c'est petit b, parce que a égale b dans le système hexagonal, que multiplie 10 moins 24, c'est pour transformer les angstroms en centimètres. Donc un angstrom égale 10 moins 8 centimètres. Multiplié par le sinus de 120 degrés, donc c'est racine de 3 sur 2, et vous trouvez 3,96 grammes par centimètre cube. Donc c'est aux alentours de 4 grammes par centimètre cube. Donc ça c'est la masse volumique, c'est ça, du corindon. Alors maintenant, on veut calculer le coefficient d'absorption massique du corindon. Donc comme nous l'avons vu dans la formule précédente, donc il va falloir calculer la masse molaire du corindon, donc c'est 2 fois 27, maintenant c'est la masse molaire, donc c'est à l'échelle molaire, donc c'est 2 fois 27 plus 3 fois 16, donc ça fait 102 grammes par mol. La masse d'aluminium dans une mole de corindon, donc c'est MAL, soit 2 fois 27, donc ça fait 54 grammes. La masse d'oxygène dans une mole, c'est aussi MO égale 3 fois 16, donc 48 grammes. Et maintenant, on va calculer le coefficient d'absorption massique du corindon en utilisant donc les proportions massiques de chaque élément dans le matériau. Donc vous avez mu massique de Al2O3 qui est égal à mu massique de l'aluminium multiplie sa fraction massique, donc c'est MAL sur la masse molaire, plus le coefficient d'absorption massique de l'oxygène qui multiplie sa fraction massique. Donc si on remplace par les valeurs numériques, on trouve que le mu massique de l'aluminium ou bien du corindon, c'est 30,82 cm² gramme moins 1. Maintenant, si on veut passer au coefficient d'absorption linéaire du corindon, il suffit de multiplier le coefficient d'absorption massique par la masse volumique. Donc, et vous trouvez 122,66 cm-1. Alors maintenant, on veut calculer les transmittances pour les plaques d'épaisseur 1 cm, 1 mm et 0,1 mm toujours du matériau corindon. Donc la transmittance, nous avons vu que c'était T égale exponentielle moins mu L fois X, donc mu linéaire fois X. Alors, si vous avez X égale 1 cm, c'est-à-dire la plaque fait 1 cm d'épaisseur, donc vous allez avoir une transmittance qui est égale à exponentielle moins 122,66 que multiplie 1. Donc ça fait à peu près, enfin ça fait 0%, c'est pratiquement négligeable. Et si vous faites une épaisseur, si vous prenez une épaisseur de la plaque qui est égale à 1 mm, donc je convertis en centimètres puisque le coefficient d'absorption linéaire du corindon est donné en centimètres moins 1, donc je vais convertir l'épaisseur en centimètres, donc ça me fait 0,1 cm et je trouve une transmittance de 4,7 10 moins 4 qui est pratiquement aussi égale à
0%. Donc s'il est transformé en pourcentage, donc ça fera 0. Maintenant, 0, je veux dire, c'est très négligeable aussi. 10-4, c'est pratiquement nul. Alors, l'épaisseur X de 0,1 mm, donc je convertis en centimètres, ça me donne 0,01 cm, et je calcule la transmittance. Donc ça me fait exponentielle moins 122,66 que multiplie 0,01, et là ça me donne 29%. Donc vous avez une certaine intensité qui sort quand même de votre plaque. Donc pour avoir quelque chose de palpable, si vous voulez, qui passe à travers le matériau, donc il faut rendre la plaque très très étroite. Donc si vous êtes à 0,1 mm, donc vous avez déjà à peu près 30% de l'intensité incidente qui passe.